Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, vous savez que je suis à 3 jours de la rentrée des classes. Même si c'est pas moi qui retourne à l'école, je suis pas bien. C'est des réminiscences, je vous jure, l'école ça m'a traumatisée. Bon, du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que avant la reprise, je voulais taper fort et ce sujet me passionne. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire si étrange, si audacieuse qu'elle a été reléguée aux oubliettes de l'histoire officielle. Une histoire où la science et le mysticisme se rencontrent dans une étincelle électrique, où la Terre elle-même se révèle être un secret bien gardé et où les titans de l'industrie, les architectes de notre monde moderne, se sont penchés sur les murmures d'une secte oubliée. Vous allez voir, ce sujet est dingue. Nous allons donc parler aujourd'hui de Cyrus Stead, un homme dont le nom résonne dans les couloirs des théories du complot. Un médecin éclectique du 19e siècle, un alchimiste autoproclamé, un esprit curieux qui ne craignait pas de flirter avec les limites du connu. Stead n'était pas un simple praticien, il était un expérimentateur obsédé par les forces invisibles, notamment l'électricité. Il possédait d'ailleurs même un appareil électrothérapeutique, un outil qui, selon certains, promettait des bienfaits pour la santé par des électrocutions douces et récurrentes. Mais ce que cet appareil a réellement déclenché, ce n'est pas une simple décharge, c'est une révélation, une bascule de la conscience, un événement qui allait bouleverser sa vie et peut-être bien même notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui les amis, nous allons plonger dans une histoire si vertigineuse qu'elle semble avoir été inventée. Et pourtant, tout est là. Bienvenue dans l'incroyable histoire de l'unité koréchienne. Alors installez-vous confortablement, on y va, on y go et c'est maintenant. C'est donc en 1869, lors d'une de ses expériences dans un laboratoire obscur d'Utica, dans l'État de New York, que Cyrus Stead fut littéralement traversé. L'air était saturé d'ozone, des bobines vibraient comme des insectes enragés, le métal chauffé dégageait une odeur âcre, et les murs semblaient palpiter au rythme des tensions accumulées. Seul, concentré, Stead manipulait son appareil électrothérapeutique, fasciné par les pulsations invisibles de l'électricité, cette force qu'il percevait comme un pont sacré entre le monde des vivants et les structures cachées du divin. À ce moment précis, les arcs bleutés commencèrent à se déployer dans l'obscurité comme des tentacules de lumière. Ils ondulaient lentement, s'enroulaient sur eux-mêmes avant de jaillir violemment dans un éclair trop dense, trop chargé. Une détonation sourde traversa l'espace. Un flot d'énergie le frappa de plein fouet. Son corps fut projeté au sol. Mais ce n'est pas l'inconscience qui l'attendait. C'était, vous allez le voir, tout autre chose. Une vision. Une silhouette féminine, irradiant d'une lumière presque liquide, se matérialisa dans ce qu'il décrira plus tard comme une chambre d'or immatérielle. Elle n'avait ni âge, ni contour net, et pourtant, il savait qu'elle était réelle. Elle lui parla, pas par des mots, mais par une vibration, une certitude. Elle lui dit qu'il était le Messie, la réincarnation de Cyrus le Grand, et qu'il porterait désormais un autre nom, Koresh. Et surtout, elle lui transmit une révélation que son esprit mit des années à formuler en langage humain. Vous allez le voir, selon le témoignage de Cyrus, ce qu'elle lui a dit, c'est dingue. Nous ne vivons pas sur Terre, mais à l'intérieur de la Terre. Vous savez que j'ai déjà exploré ces théories qui sont pour moi mes sujets préférés et je vous mets toutes les vidéos sur toutes les théories que j'ai vues sur la Terre creuse, la Terre dans le dôme. Celle-là, j'en avais un petit peu parlé, mais là, je creuse vraiment le sujet parce qu'elle est fabuleuse. Mais vous retrouverez toutes ces vidéos en lien, en description de celle-ci. Donc, je répète, elle lui dit, selon son propre témoignage, « Nous ne vivons pas sur Terre, mais bel et bien à l'intérieur. L'univers que nous percevons est une illusion, une projection, un décor inversé. Tout ce que nous croyons être l'espace, le ciel,
Le Soleil, les étoiles, n'est qu'un théâtre clos, un mécanisme sophistiqué inscrit dans une immense sphère creuse. Un univers renversé où la surface du monde n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'une coquille cosmique. Le Soleil n'est pas une étoile, mais une batterie électromagnétique en lévitation. Les étoiles sont des reflets, la Lune, un gaz dense animé par des principes alchimiques. Et la Terre, un œuf sacré enfermant l'humanité dans une matrice que peu osent interroger. C'est pas un truc de fou parce qu'en plus, pour le coup, ça rejoint tellement de théories dites conspirationnistes qui circulent depuis des années. Vous allez voir, c'est dingue. Cette révélation, Tidd ne la qualifiera ni de rêve, ni d'hallucination. Pour lui, c'est littéralement une transmission. Un accès, un passage et l'électricité, cette force qu'il a convoquée avec tant d'obsession, en avait été en fait la clé. C'est ainsi qu'il conceptualisa ce qu'il appellera l'alchémoviétisme, une fusion d'alchimie et d'électricité capable non seulement de guérir le corps, mais d'ouvrir les portes de la conscience vers des dimensions interdites. Et si cette expérience, du coup, n'était donc pas simplement une erreur de manipulation, mais bel et bien un appel? Et si ce n'était pas de la folie, mais une vérité bien trop grande pour être acceptée par la majorité? Les secrets de l'unité koreshienne ne faisaient que commencer à se révéler. Après cette illumination, Tidd, devenu donc Koresh, la version hébraïque de son prénom, ne sera plus jamais le même. Il se programme le Messie, porteur d'un message radical. L'humanité vit dans l'ignorance et lui seul a vu la véritable structure du monde. Ce qu'il s'apprête à révéler dépasse tout ce que la science de son temps ou même la théologie peut tolérer. Il appelle sa vision la cosmogonie cellulaire. Imaginez. Et si tout ce que vous avez appris sur la Terre, le cosmos, l'univers était en fait une inversion complète? Et si la vérité n'était pas au-dessus de nous dans les étoiles, mais tout autour de nous, enfermant notre réalité comme une coquille d'œuf cosmique? Regardez bien les visuels parce que je vais vous en mettre beaucoup et que j'estime que certains visuels vont vous faire percuter sur comment ça peut être crédible, dans l'absolu bien évidemment. Koresh affirme que nous vivons sur la surface intérieure d'une sphère creuse. La Terre, selon lui, est un monde renversé. Le ciel que nous voyons n'est pas l'ouverture vers l'univers, mais la face interne d'un globe clos dans lequel toute notre civilisation est contenue. Une bulle de 12 800 km de diamètre dont la croûte épaisse de 160 km ou 100 miles selon ces termes serait composée de 17 couches successives culminant dans une dernière, une écorce d'or. Oui, une écorce d'or. Mais alors quoi? Cette idée d'une croûte dorée est-elle une métaphore spirituelle? Un indice? Une allusion à un métal alchimique, à une matière rare cachée à l'extrémité de ce monde inversé? Koresh ne l'a jamais précisé. Il a simplement posé l'image et laissé planer le mystère. Mais vous allez voir, ce n'est pas tout. Au centre donc de cette sphère trônerait le Soleil. Pas une étoile lointaine, mais une batterie électromagnétique invisible suspendue en rotation lente sur un cycle de 24 ans. Le Soleil, dans sa vision, n'émet pas une lumière infinie vers l'extérieur, mais rayonne vers nous depuis l'intérieur. Quant à la Lune, quant aux étoiles, des reflets de simples projections issus de disques mercuriels ou d'une boule de gaz dense flottant au centre du système. Le ciel tout entier devient un miroir, une illusion dynamique projetée contre la paroi de notre univers clos. Nous ne regardons pas les étoiles, nous regarderions des échos lumineux, des illusions électromagnétiques réfléchies à travers les gaz qui flottent au cœur de notre monde. Mais on est d'accord, cette conception cosmique est si radicale qu'elle dépasse la fiction. Et pourtant, Koresh s'appuie sur des idées, vous allez le voir, déjà effleurées avant lui. Notamment par John Cleve Sims, qui dès 1818 évoquait des ouvertures polaires vers un monde intérieur. Mais là où Sims restait un spéculatif militaire, Koresh y ajoute une dimension sacrée. La Terre devient une structure biblique vivante, une cellule matricielle, un œuf cosmique issu de la Genèse.
Et certains détails de sa cosmologie résonnent, je viens de vous le dire, étrangement avec des rumeurs beaucoup plus modernes qui sont arrivées beaucoup plus tard, mais qui pourtant sont intrinsèquement connectées à cette théorie. Rappelez-vous, les expériences nazies en Antarctique à la recherche d'Agertha, des cavités souterraines inexplicables, des mondes cachés, isolés, dont on entend parler même dans les mythes et légendes des anciennes civilisations, des royaumes inversés. Tout ça peut, je le répète, vraiment voir l'origine dans la théorie de Teed. Koresh, lui, ne se contente pas en plus simplement d'annoncer. Il veut prouver. Et vous allez voir qu'il est allé plus loin, beaucoup plus loin que n'importe lequel des théoriciens qu'on a vus jusque-là. Avec ses disciples, il a conçu un appareil unique, le rectilinator. Le rectilinator est une sorte de règle géante, un dispositif de plusieurs mètres destiné à mesurer la courbure de la Terre, mais depuis l'intérieur. Sur la plage de Naples, en Floride, ils installent l'instrument. Ils mesurent, ils observent, et leurs conclusions à l'époque ont été sans appel. L'horizon s'incurve vers le haut. Pour eux, c'est la preuve irréfutable que nous sommes à l'intérieur et non à la surface. Mais alors, les amis, que pensez? Moi, c'est des théories, je vous jure, elles m'enthousiasment, elles me fascinent. Je les trouve tellement impressionnantes que, je vous jure, là, c'est la surface. Il va falloir continuer à creuser. J'en ferai certainement d'autres sujets parce que c'est fascinant. Est-ce que c'est une manipulation habile, savamment orchestrée? Est-ce que c'est un biais d'interprétation? Ou bien est-ce que c'est un vrai secret entrevu puis immédiatement refoulé par la science dominante et les chercheurs que j'appelle chercheurs vendus au système? Car Koresh, il faut bien comprendre, n'est pas un mystique. C'est aussi un homme en quête de légitimité. Il veut combler le fossé entre la foi et la science. Il veut que l'on reconnaisse que sa cosmologie n'est pas une croyance mais une structure, une mécanique, une vérité cachée. En 1870, il commence à écrire. Et en 1898, il publie son œuvre maîtresse, The Cellular Cosmogony, un manifeste dans lequel il décrit l'univers non pas comme un vide infini, mais comme un corps vivant, clos, magnétique, autosuffisant. Une cellule géante où l'homme n'est pas perdu dans l'espace, mais contenu dans une matrice précise. Une terre qui n'est pas un point perdu dans un chaos sans fin, mais un théâtre sacré, entièrement maîtrisé, dont nous ignorons encore les véritables lois. Je trouve que c'est dingue. Surtout que la vision de Koresh ne s'arrêtait pas à la cosmologie. Il ne voulait pas seulement décrire un univers inversé, il voulait le reconstruire sur Terre, le manifester, le rendre habitable. Et pour cela, il lui fallait un lieu et un espace à l'écart du monde moderne, mais proche de ses points de fracture. Un endroit vierge, presque hostile, à modeler comme un laboratoire sacré. Ce lieu, ce serait Estero, en Floride. À l'époque, ce n'est qu'un paysage de marées, d'insectes, de végétation tropicale et de silence moite. Mais pour Koresh, c'est une terre promise, et il l'appellera le Nouveau Jérusalem. Il imagine une ville utopique pouvant accueillir 10 millions d'habitants avec des rues larges de 400 pieds conçues pour canaliser l'énergie tellurique, la lumière, la musique, la pensée. De la folie. Mais avant Estero, il y a eu Chicago. Parce que c'est à Chicago, en 1980, que Koresh fonde l'unité koreshienne. Autour de lui affluent des adeptes, des artistes, des ingénieurs, des femmes et des hommes désenchantés par le capitalisme naissant. Ils viennent chercher un sens, une structure, une alternative. Le programme est radical. Koresh prône le célibat non comme renoncement, mais comme conservation de l'énergie vitale. Il rejette la procréation biologique au profit d'une alchimie spirituelle qui permettrait un jour l'immortalité. Il défend une égalité absolue entre les sexes et décrit Dieu comme un être androgyne, fusion du masculin et du féminin. Il parle d'un tribunal planétaire qui serait leur organe directeur et qui est entièrement composé de femmes. Lui seul, Teed, en fait exception, un messie au cœur d'un pouvoir féminin. Et c'est en 1984 que tout ce petit monde migre tout doucement vers Estero.
À son apogée, entre 1903 et 1908, la communauté compte environ 250 résidents permanents et plus de 4000 membres disséminés dans le pays. Mais ce n'est pas leur nombre qui impressionne, c'est ce qu'ils construisent. Et accrochez-vous, parce que pour l'époque, c'est démentiel. Ils possèdent une boulangerie qui produit 600 pains frais par jour, une imprimerie qui publie leur journal, The Flaming Sword, une parole flamboyante pour un monde renversé, un collège mondial de la vie, un magasin général, des ateliers de béton capables de produire du mobilier, des structures, des formes. Et ça, pour le coup, quand on prend en considération l'époque, c'est déjà énorme. Mais le plus troublant, parce que le plus anachronique, c'est sans doute leur centrale électrique. Oui, une véritable infrastructure énergétique construite par leurs soins qui alimente non seulement leur ville, mais aussi la région environnante. Et ce, des années et des années avant que l'électricité n'arrive dans les autres villes de Floride. Comment expliquer qu'une communauté vivant dans un marais, convaincue que la Terre est creuse et que le Soleil est une batterie flottante, ait été capable de produire une technologie aussi en avance sur son temps? Il me semble que la question est on ne peut plus légitime. Était-ce une simple coïncidence? Ou bien donc la compréhension de leur cosmogonie inversée et leur perception de l'énergie comme substance sacrée qui leur aurait permis de capter quelque chose que de nos jours encore nous ne voyons toujours pas. Dans leur univers mental, le Soleil n'est pas un réacteur nucléaire. C'est une machine d'origine divine, un cœur de fréquence, un noyau énergétique que l'on peut imiter, reproduire, intégrer à une société humaine. Et si toute leur technologie venait justement de là? Et ce qui expliquerait pourquoi aussi, de par le monde, il y a, que ce soit la France, la Chine, la Russie, il y a tellement d'argent investi pour recréer des soleils artificiels. Pareil, ça fait plusieurs vidéos qu'on se demande, mais pourquoi ils font ça? Les plus alarmistes disent que c'est parce que le soleil va s'éteindre. Mais regardez, s'il faut, ils ne font que poursuivre l'œuvre de Teed. Parce que, je répète, et si leur technologie tellement avancée pour l'époque venait justement de là, non pas de plan industriel, mais d'un modèle énergétique, hermétique, inspiré du centre même de leur cosmologie. Leur vision sociale, vous allez le voir, va aussi à l'encontre du modèle dominant. Pas de propriété individuelle, pas de mariage, pas de reproduction imposée. Les hommes et les femmes vivent souvent dans des bâtiments séparés. Leur spiritualité est incarnée dans des rituels, des cérémonies électriques, des pratiques vibratoires où la science et le divin se rejoignent. Et surtout, la beauté, la musique, les jardins, l'harmonie comme structure politique. Genre, ils ont recréé Utopia, quoi. Mais malgré le rejet du capitalisme, quelque chose d'étrange se produit alors. Des visiteurs extérieurs commencent petit à petit à s'intéresser à leur ville. Et vous allez le voir, pas n'importe lesquels de visiteurs extérieurs. Bah oui, vous voyez où je veux en venir. Des industriels, des hommes puissants, des esprits brillants, des gens qui, en théorie, n'ont aucune, mais absolument aucune raison de fréquenter une secte marginale construite dans un marais. On est d'accord, parce que pourquoi vouloir rejoindre quelque chose qui a été qualifié à l'époque de culte, de secte, qui a été raillé et qui a été décrédibilisé? Pourquoi? Et vous allez le voir, c'est ici que l'histoire quitte le champ du mysticisme pour glisser lentement mais sûrement dans le territoire bien connu sur cette chaîne de la conspiration. Car à quelques kilomètres à peine d'Estero, dans la ville de Fort Myers, deux des esprits les plus influents de leur siècle ont installé, étonnamment, leur résidence secondaire. Et il s'agit, accrochez-vous, de Thomas Edison et de Henry Ford. L'un, inventeur visionnaire, figure mythique de l'électricité, père de l'ampoule, du phonographe, de la caméra. L'autre, industriel implacable, architecte de la modernité mécanique, pionnier du Fordisme, obsessionnel de la standardisation. Tous deux, amis intimes, tous deux, fascinés par la nature, l'énergie, le progrès, tous deux, installés à moins de 20 km du nouveau Jérusalem des Coréchiens. Coïncidence? Certains diraient oui, on sait qui c'est, elle et certains. Mais avant qu'ils se mettent à avoyer, sachez que par contre, les archives, elles, racontent tout autre chose.
Edison et Ford ne se contentent pas simplement d'habiter dans la région. Ils se rendent à Estero, discrètement mais régulièrement. Ils assistent à des concerts donnés dans le théâtre Koreshan. Ils échangent avec les disciples. Ils discutent horticulture, énergie, matières premières. Leur intérêt s'aligne étrangement. Edison cherche des bambous justement pour ses filaments d'ampoule. Ford, quelle coïncidence, cherche lui aussi du caoutchouc pour ses pneus. Et devinez où ces plantes sont cultivées. Dans les jardins luxuriants de la communauté koreshienne. Dites-moi pas que c'est pas dingue. Mais ce ne sont pas de simples, vous vous en doutez, échanges botaniques. Les témoignages, rares, j'en conçois, mais concordants, suggèrent des conversations philosophiques, des débats sur la nature de l'âme, de la vie, de l'énergie. Et ça, ils l'ont fait même après la mort de Koerch. Et celui des deux qui est le plus intrigué, c'est bel et bien Ford. Et il faut savoir que Ford a toujours avoué avoir été personnellement hyper intrigué. Un détail en particulier qui trouble encore les chercheurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi Ford a déclaré croire en la réincarnation qui était une idée au cœur du système Koreshan et n'y aller que dans ce but-là et de n'assister à ses concerts, etc., que pour avoir des réponses à cette petite interrogation qu'il avait, tout en se montrant extrêmement sceptique quant à la Terre creuse. Parce que si tu es sceptique quant à la théorie de la Terre creuse, qui est quand même le fondement du culte de Koresh, comment tu peux ne serait-ce qu'accorder du crédit à ce qu'il peut te dire sur la réincarnation? Parce que quoi qu'il en soit, de fait, l'idée de réincarnation est biaisée, puisqu'elle n'est pas dans la vision de ce que tu entends et de ce que tu conçois et de ce que tu visionnes. Je crois que j'ai déjà dit visionner 2 fois. Donc certains ont dit, il feignait simplement d'être sceptique parce que c'était trop énorme. Il ne rejetait très certainement pas l'idée, mais préférait la garder sous silence pour des raisons qu'on devine aisément pour ne pas passer pour un fou ou un idiot ou un membre acquis de la secte. Mais une chose est certaine, ni Ford ni Edison n'étaient étrangers aux idées radicales. Parce qu'il faut quand même voir que le profil de ces 2 personnes était assez atypique à l'époque. Ils ont eux-mêmes été accusés de vouloir capter l'énergie éthérique, de travailler sur des machines ésotériques, de manipuler la matière subtile, d'enregistrer la voix des morts. Oui, parce que si aujourd'hui on les voit comme des ingénieurs de génie, à l'époque, ils étaient beaucoup considérés comme des charlatans, comme des fous, comme des marginaux. Il faut se remettre dans le contexte. Et justement, dans les archives, une coïncidence saute aux yeux. Koresh parlait d'un soleil alimenté par batterie, d'une énergie centrale électromagnétique contenue au cœur d'un monde clos. Et justement, eux, Edison et Ford, travaillaient sur des sources autonomes d'énergie, des systèmes isolés, des moteurs à circuit fermé. Donc bon, il y a de quoi se demander s'ils n'ont pas juste volé les idées ou appliqué, on va dire ça, on va pas être agressif, appliqué les idées de Koresh. Parce que la centrale électrique de la communauté koreshienne, c'était un exploit, plus puissante, plus stable, plus précoce que tout ce qu'on trouve ailleurs à l'époque. Pourrait-elle avoir attiré l'attention pour des raisons beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus terre à terre, de la part de Edison et Ford? Parce que clairement, je le répète, on ne vient pas par hasard dans une secte. On n'assiste pas à ses concerts et on ne visite pas ses serres. On ne discute pas avec ses chefs de manière récurrente et sur des années et des années sans une forme d'intérêt profond. Et si ce n'était pas justement de la simple curiosité comme ils ont voulu le laisser entendre, mais une opération de récupération? Et si Edison et Ford n'étaient pas venus écouter, mais au contraire chercher des secrets énergétiques, des modèles autonomes, des technologies que la cosmologie inversée de Koresh aurait d'une manière ou d'une autre permise. Car si la cosmogonie cellulaire n'est pas vraie sur un plan géographique au titre où on l'entend par rapport à ce qu'on nous a incrusté et au conditionnement dont on est victime depuis des années, elle pourrait bien coder quelque chose d'autre. Un schéma, une structure énergétique, un système fermé, inspiré de la sphère, où l'énergie circule sans perte, comme dans le ventre de la Terre, comme dans une batterie parfaite. Était-ce pour cela que ces 2 géants sont venus si près? Et si les brevets d'Edison, et si les chaînes de montage de Ford portaient en fait en silence la marque invisible d'une inspiration koreshienne? Je pense que la question est légitime. Impossible bien évidemment de le prouver,
Mais trop de choses s'alignent, trop de détails s'imbriquent, trop de connexions sont ignorées. Les grands hommes, ceux qui façonnent les siècles, vous le savez, ne se déplacent jamais par hasard. Et ça, on l'a vu à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Et dans le marais d'Estéro, quelque chose de très ancien, de très puissant, semble les avoir appelés. Bon, il faut quand même savoir que malgré ses ambitions démesurées, ses rituels, ses promesses d'immortalité, l'unité koréchienne n'a pas survécu à son prophète sur le long terme. En effet, en 1906, lors d'une altercation politique, encore entourée de zones d'ombre, Cyrus Stead est blessé. Il est blessé à la tête après avoir été poussé par l'équivalent du shérif, on va dire. Donc bon, comme de par hasard, un homme de loi qui représente le système, qui vient attaquer un chercheur, même gourou d'une secte qui fout la paix à tout le monde et qui a des amis comme Ford. Mais bon, à l'époque, ça n'a perturbé personne. Donc il est blessé puisqu'il tombe à la renverse, il se cogne la tête et pendant 2 ans, il va agoniser et 2 ans plus tard, il meurt. Mais pour ses fidèles, forcément, dans leur croyance, ce n'est pas une fin. C'est un interlude mystique, car Koresh avait promis sa résurrection. Et tous ses adeptes y croyaient. Son corps est alors conservé pendant plusieurs jours dans une baignoire en zinc dans l'attente de son retour. Les membres veillent, prient, invoquent, ils parlent de vibration, de réintégration, de réveil électromagnétique. Mais malheureusement, la chair ne revient pas. Sous la pression des autorités locales, ils finissent donc par enterrer son corps sur la plage, proche de là où ils étaient. Comme un geste rituel, un dernier pari. Et pourtant, vous allez le voir, même sa sépulture n'a pas résisté. 13 ans plus tard, alors qu'il est question d'exhumer le corps pour le déplacer, voire pratiquer quelques investigations supplémentaires, un ouragan d'une rare violence balaye Estéro et emporte le cercueil. Disparu, aucun reste, aucune trace. Le corps du prophète n'existe plus. Sans le prophète, peu à peu, l'unité de la communauté s'est fissurée. Le choix du célibat, bien que jamais vraiment totalement strict, a empêché toute croissance démographique naturelle. Les 2 guerres mondiales, la montée en puissance de l'Amérique industrielle, la modernité pragmatique, tout cela est venu peu à peu grignoter l'élan mystique d'Estéro. Le dernier membre de la communauté, Hedwig Michel, conserve le site jusqu'en 1961 avant de le céder à l'État de Floride. Et aujourd'hui, Estéro est devenu un site historique d'État, un lieu figé, préservé, mais dérangeant. Certains le décrivent comme l'un des endroits les plus étranges du sud des États-Unis, d'autres comme une ville fantôme où l'aura est absolument inhabituelle. Des visiteurs parlent de ressentis bizarres, de changements subtils de température dans certaines pièces, de silence trop plein. Certains affirment avoir vu des silhouettes furtives, entendu des bourdonnements sans source ou perçu des vibrations électriques dans l'air sans aucune machine à activer. Des rumeurs évoquent encore une chambre close, jamais rouverte, où seraient dissimulés les schémas originaux du rectilinéator, des journaux non publiés ou même des plans énergétiques jamais compris. Étaient-ce là de simples légendes locales ou les échos, au contraire, d'un héritage collectif encore actif, encore vibrant, encore surveillé? Car les secrets, on le sait, les vrais secrets, ceux qui changent les modèles, les économies, les équilibres du monde, ne s'éteignent jamais. Ils se replient, ils s'endorment dans les interstices, ils attendent. Peut-être, qui sait, qu'à Estéros, dans les murs de béton coulés par des croyants, dans le circuit oublié de la centrale électrique, dans la poussière d'un théâtre déserté, quelque chose pulse encore, quelque chose qui n'a clairement pas dit son dernier mot. L'histoire de l'unité koréchienne n'est pas une simple curiosité historique. Ce n'est pas une secte de plus à ranger dans la galerie des illusions New Age du 19e siècle. C'est clairement une faille, un point d'interrogation planté au cœur de notre vision du monde. Un médecin électrocuté, une déesse de lumière, un monde creux, une utopie électrifiée au milieu des marais au fin fond de la Floride. Et 2 des plus grands inventeurs de notre ère qui rôdent dans l'ombre, intrigués, peut-être même complices.
qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Eh bien, que la frontière entre le génie et le délire est bien plus fine que ce que l'on croit, que l'énergie et la spiritualité sont loin d'être opposées et ont même peut-être toujours parlé le même langage, que les grandes révolutions, celles qui déforment la réalité, commencent souvent dans l'esprit d'un homme qu'on juge fou, jusqu'à ce qu'il ait définitivement raison. Et surtout, et ça c'est je pense quelque chose qui devient de plus en plus criant, que les puissants ne sont jamais là où il n'y a rien à voir. Alors quoi, Koresh était-il un simple illuminé, un manipulateur, ou au contraire un visionnaire banni qui a entrevu une vérité trop déstabilisante pour notre modèle? Et si la Terre était vraiment creuse, les amis? Et si certains l'avaient toujours su? Et si même Edison et Ford, entre 2 brevets et 2 conférences, ont vu, entendu, peut-être même compris? Alors peut-être que ce monde clos n'est pas une simple métaphore. Peut-être qu'il est bel et bien réel et que nous sommes dedans. Regardez autour de vous, écoutez ce qui ne fait pas de bruit, sentez ce qui ne s'explique pas. Car parfois, la plus grande conspiration n'est pas ce qui est caché, mais justement, c'est ce qui est juste devant nos yeux et que vous refusez encore de croire. Et ça, je pense qu'ici, sur ma chaîne, on en est de plus en plus convaincus. Et vraiment, allez voir les autres vidéos sur les théories de la Terre creuse, Agartha, etc. parce que je la trouve fabuleuse et celle-là en particulier, elle est passionnante, quoi. Enfin, je trouve que ça laisse pas mal de pistes d'interrogation et que ça laisse pas mal de possibilités. J'espère, les amis, que ce sujet vous aura autant passionné qu'à moi. Moi, ça fait partie de mes sujets préférés, quoi. Je pourrais rester, débattre, chercher, creuser autour de ces différentes théories, mais sans m'arrêter tellement je trouve ça passionnant. Surtout quand en plus, il y a des liens qui se font et qui sont d'une transparence cristalline, j'ai envie de dire. En tout cas, vous savez que pour m'aider et pour faire que cette vidéo soit suggérée au plus grand nombre, la meilleure solution, c'est de liker, de booster, de commenter et de partager. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et vu les sujets que j'aborde, j'ai tout intérêt à être de plus en plus forte. Surtout que j'espère, j'ai des plans, j'ai des visions pour le futur et j'espère aller de plus en plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. En attendant qu'on se retrouve pour nos dossiers du Mystère dit, les amis, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.